Un prospect qui dit « je vais réfléchir » à la fin d'un appel, dans la majorité des cas, c'est pas ton offre qui rejette, mais c'est la connexion qu'il n'a jamais ressentie. Et cette connexion, elle se construit ou elle se détruit dans les 5 premières minutes. Avant que tu parles de ton programme, avant que tu abordes ton prix, avant même que tu poses la première vraie question. Le problème, c'est que toute l'industrie du closing t'a tout appris à l'envers. On t'a formé à gérer les objections, à répondre au « c'est trop cher » ou « je dois y réfléchir » ou encore « je dois en parler à ma femme ». Mais personne t'a appris à faire en sorte que ces objections n'apparaissent jamais. Parce qu'une objection à la fin d'un appel, c'est presque toujours le symptôme de quelque chose qui s'est mal passé au début. J'ai eu un appel il y a quelques mois, c'était le prospect parfait sur le papier. Les moyens, le problème parfait, la motivation. J'avais vu tout ça dans ce qu'il m'avait écrit dans le formulaire, mais à la fin de l'appel, il m'a dit « je vais y réfléchir ». Et j'ai su exactement pourquoi, directement. Pas parce que mon offre était mauvaise, mais parce que j'avais merdé dès les 5 premières minutes de l'appel. J'avais enchaîné 3 ou 4 appels ce matin-là, j'étais arrivé avec la tête encore dans le précédent, et les premières minutes, le temps que je me mette dans le jus, elles avaient été creuses. Elles avaient été polies, certes, mais sans vie, sans connexion émotionnelle. La connexion ne s'était jamais installée. Et sans connexion, il n'y a pas de décision. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 choses précises et importantes pour réussir ton appel dès le début. On va parler énergie, préparation, ton arrière-plan, ton rituel avant l'appel, comment tu brises vraiment la glace et comment tu poses le cadre. Et pour chaque point, je vais te montrer exactement ce que la plupart des closers font et ce qu'il faut faire à la place. L'énergie, c'est le truc dont personne parle parce que ça fait un petit peu ésotérique, mais c'est quelque chose de réel et de mesurable. Quand quelqu'un arrive sur un appel, n'importe quel appel, même un appel entre potes, tu le sens en même pas 10 secondes si la personne elle est stressée, dispersée, ou si elle est vraiment dans l'appel. Et t'as pas besoin qu'elle te le dise, c'est quelque chose que tu ressens, que tu captes. Et les prospects, ils font exactement la même chose avec toi. Et voilà le problème. La plupart des closers arrivent sur leur appel dans l'état où ils se trouvent. Si la matinée a été compliquée, ça se voit. Si l'appel d'avant s'est mal passé, ben ça se voit aussi. Moi par exemple, pendant longtemps, j'avais des journées de 5 appels, je mettais une alerte 2-3 minutes avant, l'appel commençait et je me disais ok, maintenant il faut bien que je me concentre. Mais en fait je faisais une erreur, parce que l'énergie que tu apportes sur un appel, ça se prépare, ça arrive pas par accident. Et là, je vais te dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans le closing. On te dit de ne pas paraître dans le besoin, d'être détaché, d'être neutre, de ne pas montrer que tu veux closer. Et du coup, beaucoup de closers arrivent sur leur appel avec une énergie plate, presque administrative. Et ça, c'est une grosse erreur parce que tu oublies quelque chose d'essentiel sur ce qui se passe dans cet appel. La personne en face de toi, si elle passe à l'action aujourd'hui, dans 6 mois, tu peux complètement changer sa vie, ses revenus, sa confiance, son quotidien, peut-être même ses relations, son rapport à lui-même. Donc toi, tu es potentiellement le tournant de la vie de ton prospect. Et quand j'ai vraiment intégré ça, j'ai pas juste compris, je l'ai vraiment intégré. À partir de là, mes appels ils ont changé. C'est pas ma technique qui a changé, mais c'est vraiment mon énergie. Parce qu'on peut pas être indifférent sur quelque chose d'aussi important. Donc l'enthousiasme que tu dois apporter sur un appel, il vient pas d'un script, mais il vient de cette conscience-là. Donc pose-toi la question, est-ce que tu réalises vraiment ce que cet appel représente pour lui? Regarde la différence. Ce que tu fais probablement, tu traites l'appel comme une tâche, avec un ton neutre, une énergie plate et professionnelle. Le prospect, lui, il arrive avec ses doutes et ses peurs. Il se retrouve en face de quelqu'un qui semble aussi investi que pour une réunion administrative au travail par exemple. Donc forcément, ça colle pas. Donc voici ce que tu peux faire à la place. Tu arrives avec la conscience de ce que cet appel peut changer pour lui. Cette conscience, elle crée une énergie naturellement haute, pas quelque chose de forcé, mais quelque chose de réel. Et le prospect, ça, il va le ressentir directement. Donc si tu y crois, ben, ça l'autorise au moins à y croire aussi. Donc la vraie question, c'est pas comment paraître enthousiaste, mais c'est est-ce que je réalise vraiment ce que cet appel représente pour lui. Je vais te dire quelque chose qui m'a pris du temps à accepter. Relire son script avant un appel, c'est pas de la préparation, c'est de la récitation. Et un closer qui récite, ça s'entend. Il y a quelque chose de mécanique dans la voix, c'est comme si une partie de toi était encore dans tes notes. Donc la vraie préparation, c'est 3 choses, pas plus. La première, c'est couper tout ce qui n'est pas de cet appel. Notification, onglet, conversation en cours, pas pour être discipliné, mais pour protéger l'attention que tu vas donner à cette personne. Chaque stimulation que tu absorbes juste avant, c'est de la présence en moins pendant ton appel. La deuxième, c'est lire son formulaire différemment. Non pas pour avoir des informations, mais pour trouver une phrase. Il y en a toujours une dans le formulaire de pré-call qui dit tout sur la douleur réelle de la personne. C'est souvent pas la plus évidente, mais c'est le mot qu'il a choisi, la façon dont il a formulé quelque chose. Un jour, j'ai un prospect qui écrit « J'ai du mal à me vendre sans me sentir ridicule ». Tout était là, pas dans ses chiffres, pas dans son objectif de revenu, mais dans cette phrase. Si tu arrives sur l'appel avec cette phrase en tête, la conversation, elle est complètement différente. La troisième, c'est poser ton intention. Une question simple que je me pose avant chaque appel, c'est pourquoi est-ce que je veux que ça se passe bien pour lui? Pas pour moi, j'insiste, mais pour lui. Et si je peux pas répondre à ça, je suis encore dans le closing classique et pas dans la vente. Donc voici ce que tu fais probablement. Tu lis le formulaire en diagonale, 2 minutes avant, tu notes, ok, c'est un coach, il veut passer à 5K par mois, il galère avec ses leads et tu arrives avec ça. Mais voici ce que tu peux faire à la place.
Tu cherches la phrase qui révèle la vraie douleur, on parle pas de la situation, mais on parle de l'émotion derrière. Et t'arrives avec cette phrase comme point d'entrée, en reprenant ses propos. Donc l'un prépare une conversation générique, et l'autre prépare une conversation pour cette personne-là, à ce moment de sa vie. Ok, je vais aborder un truc qui va peut-être te sembler superficiel, ton arrière-plan. T'inquiète, je sais ce que tu te dis, vraiment on va parler de décoration là maintenant, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Le cerveau humain, il prend une décision sur quelqu'un en moins de 100 millisecondes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est de la psychologie cognitive de base. Et cette décision, elle se fait à partir de tout ce qu'il voit. Pas juste ton visage, mais tout. J'ai eu un jour un client, quelqu'un qui faisait du coaching business haut de gamme, qui vendait des programmes à 8000 €, qui faisait ses appels depuis sa cuisine, avec ses casseroles en arrière-plan. Il se demandait pourquoi ses prospects hésitaient sur le prix. L'arrière-plan, c'est pas de la vanité, mais c'est de la cohérence. Si ce que tu vends vaut ce que tu dis qu'il vaut, ton environnement visuel, il doit l'incarner. C'est pas une question de luxe, c'est une question d'alignement. Donc concrètement, un mur uni derrière toi, ça suffit amplement. Avec une lumière devant toi, pas derrière, ta caméra à hauteur des yeux à peu près, pas forcément en dessous, et c'est tout. Ça prend littéralement 10 minutes à installer. Il y a beaucoup de closers qui font des erreurs classiques. Ils mettent un fond encombré, ils sont à contre-jour, ils mettent la caméra beaucoup plus bas qu'eux. Donc le prospect, il voit ta bouche et le plafond. Donc voici ce que tu peux faire à la place. Te mettre devant un mur neutre, avec une lumière naturelle ou une lampe devant toi, et avec ton ordinateur surélevé à la hauteur des yeux. Le fond, il n'est pas décoratif, il dit quelque chose sur qui tu es avant que tu aies dit un seul mot. Et un détail que beaucoup oublient, c'est que la caméra en angle bas te donne un air de quelqu'un qui regarde par en dessous. Donc inconsciemment, ça crée une posture de demandeur, et c'est vraiment pas idéal quand tu vends quelque chose à plusieurs milliers d'euros. Je vais te parler d'une habitude que j'ai mis du temps à prendre au sérieux. Pendant longtemps, ma préparation avant un appel, c'était d'ouvrir mon CRM, vérifier que le Google Meet ou que le Zoom marchait comme il faut et attendre que le prospect arrive. Mais ça, c'est pas une préparation. Ça, c'est juste de la logistique. Donc ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'un appel se joue dans un état intérieur. Et que cet état, tu le choisis, il tombe pas du ciel. Donc crée-toi un rituel de stabilisation. Pour faire simple, c'est un signal que tu envoies à ton propre cerveau. Tu rentres dans le mode, ok, l'appel commence maintenant. Pour moi, par exemple, ça dure juste 5 minutes. Je coupe tout, je lis la phrase clé du formulaire une dernière fois et je prends quelques respirations lentes. Vraiment lentes, pas le truc qu'on fait semblant de faire. Et surtout, je me rappelle pourquoi je fais ce travail. Je sais que ça paraît simple et honnêtement, ça l'est, mais l'appliquer systématiquement, ça c'est notre histoire. La plupart des closers que j'accompagne, ils enchaînent les appels sans aucune transition. Appel à 14h, 14h30, 15h, 15h30, et si le premier s'est mal passé, le deuxième, il hérite de ce résidu-là. Ça c'est mécanique, c'est ça le problème. Donc planifie toujours 15 minutes de blanc entre chaque appel. Ça c'est pas de la paresse, mais c'est un travail nécessaire si tu veux pas avoir une baisse de résultats au fur et à mesure de tes appels. Maintenant, on va parler brisage de glace. C'est un des sujets les plus mal enseignés en école de closing. Et je dis ça avec conviction parce que j'ai moi-même appris à le faire de la pire façon possible. On m'avait dit, mets le prospect à l'aise, parle de quelque chose de neutre pour détendre l'atmosphère, demande-lui comment il va, d'où il vient, si son week-end s'est bien passé. Et c'est ce que j'ai fait pendant vraiment longtemps. Jusqu'au jour où un prospect m'a dit juste après l'appel, parce qu'on avait bien échangé, au début, j'avais l'impression que tu lisais un script. Donc ça m'a arrêté net parce que j'avais pas de script. Mais par contre, j'avais un protocole. Donc finalement, ça revenait un petit peu au même. Un vrai brisage de glace, il cherche pas à créer de la chaleur artificielle, mais il cherche à faire en sorte que le prospect se sente vu et écouté. J'ai bien dit vu, pas flatté, pas complimenté, mais vu. La nuance, elle est fine, mais elle est énorme. Par exemple, quand tu dis « c'est super ce que tu fais », c'est un compliment générique que tu pourrais dire finalement à n'importe qui. Donc ça connecte pas avec le prospect. Mais par contre, si tu dis « t'as écrit quelque chose dans ton formulaire qui m'a vraiment parlé », tu disais que tu avais l'impression de courir après les clients qui te respectent pas forcément, ça c'est quelque chose que tu vis depuis longtemps. Là, tu viens de lui dire « je t'ai lu, vraiment lu ». T'es pas juste un rendez-vous dans mon agenda, mais t'es une personne. Et c'est ça qui réduit la méfiance du prospect. Donc arrête avec les saluts, comment tu vas, il fait beau chez toi. Ça c'est 3 minutes qui veulent tout simplement dire « je tue le temps avant de parler du vrai truc ». Donc voici ce que tu peux faire à la place. J'ai lu ton formulaire ce matin, t'as écrit quelque chose qui m'est resté en tête, bla bla bla. C'est ça qui t'a poussé à réserver cet appel? Et là honnêtement, 90 secondes, ça suffit amplement pour briser vraiment la glace. T'as pas besoin de 5 minutes. Après l'appel, est-ce que tu te souviens de ce que le prospect t'a dit dans les 90 premières secondes? Sinon, c'est que t'étais pas vraiment là. Maintenant, on va parler du cadre. C'est le dernier élément et probablement le plus sous-estimé. On l'enseigne comme un outil de contrôle, une façon de reprendre la main sur la conversation, de diriger un petit peu le prospect. Cette vision-là, elle crée une posture d'autorité imposée. Et ça, les gens le sentent. Il y a une autre façon de voir le cadre. Quand quelqu'un arrive à un appel sans savoir ce qui va se passer, une partie de lui est en mode vigilance. Et c'est normal. Il peut pas être pleinement là parce qu'il est occupé à anticiper. Donc bien poser le cadre, c'est lui donner la permission de baisser cette vigilance, de s'autoriser à être vraiment dans la conversation. Donc j'insiste, c'est pas un outil de contrôle, mais c'est un acte
de clarté. Et la clarté, dans un échange commercial, c'est rare, donc c'est précieux. Ce que tu fais probablement, c'est poser le cadre dans les 20 premières secondes, avant même d'avoir créé une connexion émotionnelle, et ça, ça sonne comme un protocole commercial. Donc voici ce que tu peux faire à la place. Laisser le brisage de glace créer une connexion réelle d'abord, puis poser le cadre comme une transition naturelle. Bon, voilà comment je te propose qu'on avance. Le même cadre, posé au bon moment, est reçu comme une structure rassurante. Si c'est posé trop tôt, c'est reçu comme un script. Un prospect qui a dit oui au cadre, vraiment dit oui, pas juste acquiescé par politesse, il est déjà dans un mode coopératif. Il cherche une solution avec toi, plutôt de se défendre naturellement contre toi. Donc ça, forcément, ça change tout ce qui vient ensuite. Donc on a parlé des 6 choses les plus importantes pour réussir ton début d'appel: l'énergie, la préparation, l'environnement, le rituel, le brisage de glace et le cadre. Aucune de ces choses n'est une technique de closing, mais ce sont des décisions que tu prends avant l'appel, dans un espace où personne te regarde. Et c'est pour ça qu'elles sont négligées, parce qu'il n'y a aucune pression externe pour les respecter. Personne va te juger si tu arrives sur un appel dans le mauvais état. Personne, sauf le prospect. Et lui, il mettra pas de mots dessus, il dira juste qu'il veut réfléchir à la fin de ton appel. Ce que j'observe chez les closers que j'accompagne, c'est pas qu'ils ont trouvé la bonne réponse à une objection, mais c'est qu'ils ont compris que la qualité d'un appel, elle se construit déjà dans les 20 minutes avant l'appel. Bien sûr, je te donne pas ça pour que tu travailles les 6 d'un coup, mais prends-en un, celui-là où tu sais honnêtement que tu es le moins rigoureux, et applique-le sur tes 10 prochains appels. Et la différence sera clairement visible. Et pas parce que le prospect changera, mais parce que toi, tu seras différent. Je le répète jamais assez, mais la vente est 100% émotionnelle. Ce que tu viens de voir, c'est comment tu gères l'émotion avant même que la conversation commence. Alors dis-moi dans les commentaires lequel de ces 6 points tu travailles le moins, je lis tous vos messages, et si tu veux qu'on regarde ensemble comment exploser ton taux de closing, le lien est dans la description.